Bonsoir à tout le monde. Le pasteur a déjà prié et je crois que vous pouvez vous asseoir pour que nous puissions commencer. Alors, pasteur, j'ai retenu une chose, le bon côté de la science, le côté positif. Parce que je pensais que quand vous vous leviez, vous alliez dire, mais la science, c'est encore quoi? Et le bon côté de la science, merci. Alors, je crois qu'il y a quelques semaines en arrière, j'étais chez moi, j'ai été contacté par, j'ai reçu un appel du secrétariat du pasteur Gaspard ici, me demandant si j'avais un peu de temps à consacrer à partager un peu de ce que je sais dans le cadre d'une conférence, une conférence organisée par une église de la place. Et donc, je ne connaissais pas le pasteur Soro. Et donc, on me mettra en rapport, en contact avec lui. Et j'ai eu l'impression que c'est quelqu'un avec qui j'avais déjà travaillé avant. Ça s'est passé facilement et tout. Et donc, j'ai aimé la thématique qui est développée depuis bientôt, on va dire, je ne sais pas si c'est 9 ans ou bien c'est la 9e édition seulement, avec tout ce qu'on a eu comme Covid ici. Je ne sais pas si c'était successif, mais en tout cas, nous sommes à la 9e édition des conférence intitulée Itonda. J'ai compris aussi que Itonda, c'est en fait une question. Veux-tu te marier? Je ne sais pas s'il y en a beaucoup dans cette salle qui ne sont pas encore mariés et qui n'ont pas envie de se marier. Donc, c'est une bonne question. Et donc, le thème retenu pour cette année, c'est former un couple fécond à tous égards. J'ai retenu aussi, parce que la conférence a été introduite hier, par pasteur Donald Soro, et quand il devait parler de moi, qui devait venir après, il a dit, demain, docteur va nous apprendre de vraies choses. 17,5% de la population adulte dans le monde, soit environ une personne sur 6, c'est énorme. C'est dire combien ce problème est vraiment préoccupant et mérite qu'on s'attarde un tout petit peu pour pouvoir expliquer. Nous avons donné les chiffres dans le monde, mais comme c'est dans un système en entonnoir, en Afrique, la proportion des couples infertiles varie entre 10 et 15% dans tous les pays, quel que soit le niveau de développement. C'est dire que voilà un sujet qui ne concerne pas que l'Afrique, qui concerne le nord, le sud, l'est et l'ouest. Tous les pays, quel que soit que vous soyez un pays, oui, donc je disais, quel que soit le niveau de développement qu'un pays a, ce pays est concerné par ce problème. Alors, nous allons parler du Gabon. Donc, l'infertilité au Gabon, parce que comme nous allons le définir après, il existe ce qu'on appelle l'infertilité primaire. C'est quelqu'un, parlant d'une femme, depuis que la personne est née, la personne n'a jamais eu de grossesse, n'est jamais tombée enceinte. Ça, c'est primaire. Mais ici, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est l'infertilité secondaire. Les statistiques ont montré qu'au Gabon, 40% des couples, ça, ce sont les équipes des professeurs Meillet. Alors, l'infertilité constitue donc un phénomène de société en raison de sa fréquence. C'est beaucoup plus important, comme je viens de vous montrer, dans le monde, 17,5%. Au Gabon, nous sommes à 40% pour ce qui est de l'infertilité secondaire. Nous allons expliquer par la suite pour que nous puissions nous comprendre. Mais ça, c'est sa fréquence, mais des répercussions qui peuvent être psychologiques, qui peuvent être sociales, économiques. Et nous allons l'expliquer par la suite. Alors, que représente l'enfant pour un couple? Pour l'homme, quand un homme arrive, non seulement à avoir un enfant vivant, mais à donner une grossesse, il se dit, je suis vraiment garçon. Et je suis puissant, je suis viril. Et c'est ça qui témoigne en fait sa virilité. Et pour l'enfant, ça permet à l'homme de transmettre le nom et la pérennisation de l'espèce. Mais pour la femme, ça représente plutôt la valorisation de sa féminité, qui dit qu'effectivement, je suis une femme et j'ai atteint la maturité. Alors, je le disais à l'entame de mon propos, pourquoi parler de ces sujets? Pourquoi ne pas venir parler des prix des denrées alimentaires sur le marché? Pourquoi ne pas venir parler d'autres sujets? Et nous choisissons ces sujets-là, qui est important. Pourquoi? La première raison, c'est une raison épidémiologique. Quand on dit épidémiologique, ce sont des chiffres. Dans quelle partie le problème se situe, à quelle proportion ça se situe, nous venons de le dire.
la fréquence du problème est sans discrimination des régions. Tout le monde est concerné. Mais l'autre intérêt, c'est l'intérêt diagnostique. Quand les gens viennent nous voir à l'hôpital, spécifiquement pour cette situation ici, les gens viennent à peu près avec leur diagnostic. Quelqu'un ne vient pas vous dire « j'ai mal au bas-ventre, j'ai mal à la tête » pour que vous puissiez réfléchir comment mettre une étiquette sur son problème. La personne vous dit « ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ça fait 4 ans que nous sommes ensemble avec madame, mariée ou pas mariée », ça c'est pas l'objet de mon propos, mais on n'arrive pas à faire d'enfant. Donc vous savez déjà que c'est un problème d'infertilité. Alors c'est par l'interrogatoire des questions que nous allons poser pour compléter les discours de la personne que ceci va nous amener à des examens, que nous appelons examens paracliniques. Alors l'intérêt ici c'est quoi? C'est vraiment un parcours des combattants. Pour un couple qui se trouve dans cette situation, c'est très 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 coûteux et nous nous retrouvons dans un cercle vicieux. Toutes les économies de la famille vont être investies pour chercher l'enfant. Vous qui étiez plus ou moins, on ne va pas dire riche, mais qui avez un peu de moyens, toutes vos économies sont mises dans cette recherche et vous devenez pauvre. Étant pauvre, vous ne pouvez plus accéder à la parentalité à cause de cette pauvreté. Donc nous sommes dans un cercle vicieux. Voilà pourquoi c'est important pour nous de voir ces sujets. Donc un autre intérêt de la question, c'est un intérêt étiologique. Étiologie tout simplement pour dire les causes. Tous les jours, nous recevons dans nos consultations des personnes qui viennent pour diverses raisons. Un tiers de ces personnes viennent pour des raisons d'infertilité. Et nous disons plus infertilité, mais nous disons désir de grossesse. Un tiers de ces personnes qui viennent, malheureusement, la plupart, ce sont des femmes. Mais il faut retenir qu'en termes de responsabilité, la femme est concernée, l'homme également est concerné, mais aussi parfois, ce sont les deux à la fois. Malheureusement, dans une faible proportion, on ne connaît pas encore la réponse. Voilà pourquoi la science continue à travailler pour essayer de comprendre. Alors, donc, l'autre intérêt, c'est l'intérêt thérapeutique, les traitements. On peut se poser la question, bon, il vient nous parler de l'infertilité et tout, mais si nous sommes concernés, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? On procède comment? Alors, le traitement, nous allons l'expliquer après, l'accent est mis beaucoup plus sur la prévention. La prévention de quoi? Il y a des choses sur lesquelles il faudra qu'on s'appesantisse pour prévenir. Parce que malheureusement, il y a certaines situations qui ne sont plus, comment dire, récupérables. Alors ces personnes-là vont soit passer par la procréation médicalement assistée, si elle ne fonctionne pas avec toutes ces options, fécondation in vitro avec don d'ovocytes, la GPA. La GPA, c'est ce qu'on appelle la gestation pour autrui. La gestation pour autrui, en termes beaucoup plus abordables, c'est ce que vous appelez mère porteuse. Alors là aussi, il y a un problème de culture, d'acceptation du problème pour en arriver là. En définitive, quand toutes ces éventualités sont épuisées, on ne va pas dire malheureusement, on arrive à l'adoption. Parce que ce couple qui désire tant un enfant a tellement d'amour à donner qu'ils pourraient investir cet amour dans cet enfant qui n'est pas de leur sein, mais un enfant à qui ils décident de donner cet amour. Voilà pourquoi cette éventualité existe et il y a des procédures pour cela. Alors, nous voulons définir certains termes pour que l'on comprenne de quoi nous sommes en train de parler. Alors, le premier terme, ici, c'est la fécondité. Je crois que le pasteur a défini la fécondité hier. Nous voulons, nous, apporter aussi, pas notre définition, mais une autre définition pour enrichir notre vocabulaire. Alors, la fécondité, c'est la capacité. C'est une capacité. Une capacité peut être définie aussi comme une aptitude. Parce que la personne qui n'aura pas cette capacité sera incapable. La personne qui n'aura pas cette aptitude sera inapte à pouvoir. Donc, la fécondité, c'est la capacité de concevoir, de féconder une femme ou une femme d'être fécondée sur une période donnée. Elle peut être définie également par le fait d'avoir procréé ou mis au monde un enfant né vivant. La
médecine et la gynécologie essayent de faire la nuance ici. Quelqu'un peut avoir autant de grossesses, jusqu'à 10, 15, mais tous les enfants meurent. Cette personne n'est pas définie comme une personne féconde. Il faut avoir donné naissance à un enfant vivant. Même si quelques heures après, l'enfant peut pour des raisons X ou Y mourir, mais un enfant vivant. Voilà ce qu'on entend par fécondité. Alors la fécondabilité, c'est une notion très importante parce que la question nous est posée chaque fois en consultation. La fécondabilité, c'est la probabilité. C'est une probabilité de fécondation au cours d'un cycle menstruel. Elle correspond au pourcentage de chances qu'a une femme d'être fécondée au cours d'un cycle. Cette probabilité est estimée à 20-25%. Ça veut dire quoi? La femme ne tombera pas enceinte à chaque cycle. Il y a des gens qui viennent, non, ça fait 2 mois, 3 mois qu'on essaye, et le terme qui est utilisé chaque fois, nous avons brûlé le cycle. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. On dit nous avons brûlé le cycle. Bon, parfois ça nous fait rire parce que bon, brûler le cycle, je ne sais pas, vous l'avez brûlé avec du pétrole, avec de l'essence ou avec quoi, mais en tout cas. Alors, on nous dit, nous avons brûlé le cycle et donc rien du tout. Mais il faut savoir qu'il est demandé un peu de patience parce que c'est 25%, ça c'est le taux de fertilité naturel. C'est dire que 75%, ça n'arrive pas. Les 25%, il y a un peu de patience et il y a des périodes cibles, comme on va le voir ici tout au long de notre exposé. Alors, le terme qui nous occupe, c'est l'infertilité. L'infertilité est définie comme une maladie. Voilà pourquoi j'ai dit que l'infertilité est une pathologie à part entière. Ça devient une pathologie qui mérite qu'on y consacre suffisamment de temps et d'énergie et de recherche. Beaucoup de moyens sont déployés à travers le système des Nations Unies et on voudrait que nos États emboîtent le pas aussi dans ce sens-là. Donc c'est une maladie du système reproducteur masculin ou féminin définie par l'incapacité, voilà pourquoi je disais la capacité, l'incapacité d'obtenir une grossesse après 12 mois ou plus de rapports sexuels réguliers. J'ai fait exprès de mettre entre parenthèses 3 rapports au moins par semaine. Je vais expliquer pourquoi après. Non protégé, ça c'est la définition de l'Organisation mondiale de la santé. Ça veut dire quoi? Pour des jeunes couples, les gens qui viennent de se marier, au bout de 6 mois, on ne s'inquiète pas encore. Jusqu'à 12 mois, on se dit, il y a un souci, il faut qu'on aille consulter un spécialiste pour ça. Mais pour des personnes qui ont ce qu'on appelle un passé, chacun de nous ici a un passé, pour des personnes qui ont des antécédents, voilà comment on appelle le passé, le vécu de chacun, le passé de chacun, les gens qui ont les antécédents, qui ont été opérés du bas-ventre, qui ont subi des interventions ou qui ont subi des traumatismes liés aux accidents de circulation ayant concerné le bassin et tout, pour ces personnes, au bout de 6 mois, si rien n'arrive, il est recommandé à ces personnes de consulter rapidement. Mais pour les autres qui n'ont pas d'antécédents fâcheux et tout, on demande d'être patient. Mais souvent, c'est difficile. Pourquoi? Pour la femme, au XXIe siècle, il y a l'émancipation de la femme. La femme a un désir de grossesse un peu plus tard, parce qu'il faut finir les études, il faut chercher un emploi stable, il faut chercher la bonne personne avec qui se mettre pour se réaliser en tant que femme, et on est au-delà des 30 ans. Et quand on arrive au-delà des 30 ans et qu'on commence à chercher un enfant, on n'a pas la patience pour attendre 12 mois. On se dit donc il faut que ça vienne tout de suite. Et on pense parfois à tort que nous sommes des magiciens et que nous avons une baguette magique qui pourrait susciter les enfants. Et c'est ce qui donne lieu au charlatanisme. Quand il y a ces besoins pressants, à tout prix il le faut, alors donc les charlatans prennent le pas et puis voilà, ça va dans tous les sens. Donc, rapport régulier. Nous le dirons après. Nous voyons des gens en consultation. Quand vous leur posez la question, combien de rapports vous avez par semaine? Monsieur regarde madame, madame regarde monsieur. Et après on dit, bon, donc vraiment nous, on n'aime pas trop ça. Peut-être 2 fois par mois. Et je leur dis,
mais mes amis, là, il y a problème. Il y a problème. 2 fois par mois, et parfois, c'est même coché. Dans un coin de la chambre, quelque part, c'est écrit peut-être lundi, puis samedi. Mais est-ce que c'est lundi et c'est samedi, ou bien le début et la fin du mois? Est-ce que ça correspond à la période d'ovulation de la femme? Donc, vous pouvez faire 1 an, 2 ans, comme ça, rien n'arrive. Pourtant, personne n'est malade. Seulement, on n'arrive pas à faire coïncider les bonnes périodes avec la bonne pratique. Donc, ça, c'est très important. Donc, l'infertilité, comme je disais, elle peut être primaire pour quelqu'un qui n'a jamais conçu et qui vient vous consulter, mais elle peut être secondaire. J'ai insisté que c'est le cas du Gabon. La plupart des cas que nous observons ici, dans 40% d'infertilité, c'est des personnes qui sont déjà tombées enceintes. Au moins 1 fois, 2 fois, non mariées, peut-être déjà mariées, avec 1 ou 2 enfants, et puis paf, il y a une panne. Ça ne vient plus. Ça ne vient plus pour quelle raison? Nous allons essayer de comprendre à travers les causes que nous allons projeter ici. Alors, la fertilité, comme je disais avant, donc c'est la capacité ou l'aptitude de concevoir, c'est-à-dire de débuter une grossesse. Quelqu'un qui est fertile peut débuter une grossesse, qu'elle arrive à terme ou pas, mais la grossesse est là. Donc, ça laisse un peu d'espoir pour comprendre pourquoi ça n'arrive pas à terme, qu'est-ce qu'il faut faire pour remédier à ce problème. Alors, pour revenir un tout petit peu en arrière, je pense qu'on a le droit de projeter ça, non? Ok. Alors, les conditions de fertilité, j'aurais dû commencer par la femme, mais c'est fait exprès pour commencer par l'homme. Quelles sont les conditions pour qu'il y ait une bonne fertilité chez l'homme? Déjà, il faut, pour schématiser, que son cerveau doit être normal et fonctionnel. C'est ce que j'ai dit, fonction hypothalamo-hypophysaire, mais ça, ce sont des termes techniques et tout. Son cerveau doit être normal. Ses organes génitaux doivent être présents et fonctionnels et doivent être perméables. Alors, si vous pouvez voir sur ce schéma, alors, vous voyez, ici, ça c'est ce qu'on a l'équivalent de l'ovaire. Chez la femme, ça c'est les testicules. Il doit être fonctionnel, c'est-à-dire sans maladie. Ce que vous voyez ici, qui remonte, c'est un tuyau qui amène les sécrétions venant des testicules vers la sortie de l'urètre. Ici, vous avez les vésicules séminales qui sont des petits réservoirs qui emmagasinent une partie et puis ça doit sortir. Ce circuit ici doit être un circuit perméable sans obstacle. S'il y a un obstacle, quelque part, rien n'arrive. Et donc, la mission qui est confiée au spermatozoïde, c'est-à-dire d'aller féconder l'ovule, n'aura pas lieu, tout simplement. Donc, tout ceci doit être fonctionnel et présent. Donc, j'ai dit, le cerveau, les niveaux les plus bas, ce sont les testicules, et puis la voie d'évacuation vers l'extérieur. Ça doit être normal, c'est ce que nous examinons chaque fois que les gens viennent en consultation. Avant, les gynécos pouvaient s'occuper de toutes ces choses-là chez l'homme. Mais depuis un certain temps, une discipline s'est développée qu'on appelle urologie. Alors, l'urologie, il n'y a pas beaucoup d'urologues. Ce qui fait que même dans les langages courants, quand vous dites à quelqu'un, allez voir un urologue, il a l'impression que c'est nouveau, mais c'est effectivement nouveau, mais enfin, pas très récent. C'est une discipline qui, c'est un peu le pendant de l'autre côté du gynécologue, et c'est lui qui est mieux armé pour explorer toutes ces choses-là et arriver à une solution. Alors, quelles sont les conditions de fertilité chez la femme? Nous partons toujours du cerveau. Les fonctions hypothalamo-hypophysaires doivent être intègres. Il faut qu'il y ait une cavité utérine. Voici la cavité de l'utérus qui doit abriter l'œuf. Il faut que les trompes que vous voyez qui partent d'ici soient présentes et soient perméables, mais il faut aussi qu'il y ait cette structure que vous voyez là. Ça s'appelle ovaire. Excusez-nous. Et donc, je disais, cette structure, ce sont les ovaires. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que vers la période de l'ovulation, ce n'est pas le 14e jour du cycle, c'est 14 jours avant les règles prochaines.
C'est toujours pas évident à prévoir. Voilà pourquoi on a dit les rapports ne doivent pas cibler un jour, ils doivent cibler une période. Donc 14 jours avant les prochaines règles. Comme tu ne sais pas quand est-ce que les prochaines règles vont arriver exactement, tu ne peux que supposer. Donc, quelque chose sortira d'ici, qu'on appelle ovocyte, enfin, en langage simple, c'est l'ovule. Et ça, sont les phalanges de la trompe. La trompe fonctionne comme un aimant. Donc, on appelle ça en langage technique chimiotactisme. Ça fonctionne comme un aimant. Quand l'ovule sort, la trompe va happer, va capter l'ovule et l'ovule va remonter dans ce tuyau qui est censé être perméable. S'il y a un rapport ici, le spermatozoïde va remonter et croiser l'ovule ici et ensemble, ils vont devenir un. Je crois qu'on l'a dit hier aussi, devenir un. Ils vont devenir un ici, c'est l'œuf qui va rouler pendant 7 jours pour venir s'installer ici. Il choisira d'être ici, là ou en haut. Et il va se développer pendant 9 mois. Et après 9 mois, on va à la maternité, bébé est arrivé. Alors, nous avons vu les conditions de fertilité avec des schémas que j'ai indiqués. Les causes qui entraînent l'infertilité vont s'adresser à ces différents niveaux. Ça peut être le cerveau, ça peut être les gonades, les ovaires comme les testicules, mais ça peut être les voies d'évacuation aussi de ces sécrétions pour aller vers leur destination. Donc, en termes de responsabilité, 34% des causes d'infertilité sont imputables à la femme. Ça peut être des anomalies hormonales avec les troubles de l'ovulation, comme je venais de dire. Un certain nombre d'examens, dont un bilan hormonal, va permettre de voir les déséquilibres qu'il y a et au besoin corriger cela. Mais un bilan hormonal, comme je disais, mais une échographie pelvienne vous permet de voir au niveau des ovaires. Ce que j'ai indiqué sur le schéma va permettre de voir des anomalies au niveau des ovaires. Il faudra corriger. Ça peut être des anomalies au niveau des trompes. Quand on dit tubaire, c'est au niveau des trompes. Les anomalies au niveau des trompes, ça peut être quoi? Les trompes peuvent être bouchées. C'est ce que nous voyons beaucoup plus ici. On dit que, docteur, on m'a dit que mes trompes sont bouchées. Je ne peux plus faire d'enfants. Et les trompes sont bouchées par quoi? Les trompes peuvent être bouchées par les infections. Et c'est là où nous disons que le traitement va beaucoup plus agir au niveau de la prévention. Ces discours que nous tenons s'adressent aux jeunes qui ne sont pas encore mariés, s'adressent aux mariés, mais s'adressent aussi, aux mariés jeunes, mais s'adressent aussi aux parents. Les parents qui n'ont plus de problème de faire des enfants, mais qui ont ce problème indirectement parce que les parents ont des enfants. Ils voudraient, avant de quitter cette terre des vivants, voir leurs petits-fils. Et pour voir les petits-fils, il faut que les enfants soient en bonne santé et que les enfants soient fertiles pour pouvoir faire ces enfants. Voilà pourquoi ce discours s'adresse à eux, pour créer des espaces de communication dans la famille afin de faire passer des messages concernant la prévention dont nous allons parler ici. Alors, donc, les anomalies au niveau des trompes, c'est ces trompes qui sont bouchées. Quand les trompes sont bouchées, ça dépend à quel niveau la trompe est bouchée. Si vous permettez, je reviens ici. La trompe peut être bouchée si une infection entre ici. La trompe peut être bouchée à ce niveau. On dit que c'est une obstruction proximale. Si la trompe est bouchée à l'extrémité, on dit que c'est une obstruction distale. La chance que nous avons que les trompes soient bouchées aux extrémités, c'est qu'il existe une technique de chirurgie qu'on appelle cœlioscopie. Cette technique permet pas d'ouvrir le ventre, mais de mettre des petits tuyaux au niveau du nombril ici, d'aller avec une caméra, avec des instruments appropriés, mini-invasifs, pour aller ouvrir les trompes qui sont bouchées ici. Mais quand les trompes sont bouchées ici, ça devient difficile de concevoir naturellement. On va recourir à ce qu'on appelle procréation médicalement assistée dans l'aspect FIV, ou fécondation in vitro. Alors, les autres causes, pendant je disais les obstructions tubaires, les infections de tout genre, les infections qui ont beaucoup de succès, tout le monde va vous parler, j'ai fait l'examen des chlamydia. Docteur, j'ai fait les chlamydia, je n'ai pas de chlamydia. Et quand on vous dit à une femme qu'elle n'a pas de chlamydia, elle saute de joie. Donc c'est vraiment un sujet de joie que je n'ai pas de chlamydia. Donc les chlamydia, tout ce qui est sexuellement transmissible.
mais aussi toutes ces personnes qui ont subi une chirurgie du bas-ventre. On a opéré au bas-ventre. Tout ce qu'on fait au bas-ventre entraîne ce qu'on appelle des adhérences. Les adhérences, c'est des accolements entre les structures. Ça peut être entre l'utérus et les ovaires et les trompes. Et ces accolements, si vous permettez, on revient. Ces accolements vont faire que l'ovaire qui est ici, la trompe reconnaît l'emplacement de l'ovaire. Et chaque fois qu'il y a ovulation, la trompe, par ses extrémités et son mécanisme de chimiotactisme, va prendre. Mais quand on fait la chirurgie, ce qui se passe, c'est quoi? Ces rapports anatomiques peuvent être modifiés. La trompe, au lieu de descendre sur l'ovaire, peut descendre ailleurs, sur l'intestin, parce qu'on a désorganisé les choses. Et quand ça descend sur l'intestin, elle va rater chaque fois les ovulations qu'il y a. Et on peut avoir une infertilité pour cette raison-là. Donc ça, c'est très important à savoir. Alors, l'endométriose, une des causes au niveau de l'endométriose, c'est une notion un peu récente chez nous, mais c'est une cause fréquente de stérilité en Occident. Mais c'est en train d'arriver chez nous. Et dernièrement, j'ai découvert sur les réseaux sociaux, et même à la télé, un groupe de femmes qui prennent la parole sur ces sujets. Et j'ai vraiment aimé et j'encouragerai la plupart des femmes de faire des recherches dans ce sens-là et au besoin, prendre la parole pour que chacune explique un peu son parcours. Nous avons eu des femmes atteintes d'endométriose qui est un diagnostic vraiment d'exclusion pour vous dire que non, ça devient compliqué pour vous de concevoir. En réalité, l'endométriose, c'est quoi? Vous permettez que je fasse ces va-et-vient parce que ce n'est que sur ces schémas qu'on peut expliquer. Vous voyez, ça c'est l'utérus. Là, vous avez la couche ici interne qui tapisse la cavité utérine. Cette couche-là, qui est ici, c'est ce qu'on appelle la muqueuse de l'utérus. Et autrement, on l'appelle endomètre. À l'extérieur, ici, il y a une couche que vous voyez là, un peu transparente comme ça. Cette couche, on l'appelle la séreuse. La couche interne, son rôle, c'est quoi? Son rôle, c'est de se préparer pour accueillir l'enfant. Cette couche interne est l'enfant qui va se développer. Le placenta va se coller là-bas, les cordons et tout ça. C'est ça son rôle. Mais quand une fécondation n'a pas pu avoir lieu, cette couche va se désagréger. Elle va se desquamer, elle va tomber. Voilà pourquoi on parle des règles ou les menstrues. C'est dire que comme ça vient chaque mois, on parle des cycles menstruels. La couche externe ici, c'est la séreuse, c'est elle qui permet à l'utérus d'être maintenu à l'intérieur pour ne pas tomber. Parce que parfois en consultation, nous voyons des femmes, après accouchement, après traumatisme, un utérus qui sort, le col qui sort par le bas, même jusqu'au niveau des genoux. Il faut pouvoir opérer pour remonter et refixer les choses en haut. C'est parce que cette couche externe ici est devenue défaillante. Mais vous remarquez qu'entre la couche interne et la couche externe, il y a une couche ici. C'est ça le muscle de l'utérus. Le muscle de l'utérus, on l'appelle le myomètre. Toute masse qui se forme au dépend de ce muscle qu'on appelle le myomètre, cette masse, on l'appelle myome. C'est pour ça qu'on dit myome. Mais comme vous remarquez aussi, cette couche-là, même quand vous mangez la viande, vous ne mangerez pas l'utérus, j'espère, vous ne mangez pas l'utérus. Mais quand vous mangez la viande chez vous, vous vous rendez compte que la viande présente comme des fibres. Vous avez l'impression qu'il y a des fibres comme des filets à travers cette viande. Voilà pourquoi on parle de fibrome aussi. Fibrome ou myome, c'est la même chose. Parce qu'il y a des gens qui viennent au bureau qui sont désespérés. Donc, on m'a trouvé avec des fibromes, avec des myomes, on m'a trouvé avec des kystes. J'ai dit, mais madame, myome et fibrome, c'est la même chose. Il dit, non, docteur. Un docteur a écrit fibrome. Je suis allé faire l'échographie 5 mois après, on a dit fibrome, donc j'ai les deux. En réalité, vous n'avez pas les deux. Vous n'avez que la même chose, mais avec des dénominations différentes. Donc, alors, ici, je voulais illustrer la couche interne ici. C'est elle qui porte les cellules endométriales. J'ai parlé tout à l'heure d'une entité qu'on appelle endométriose. Donc, ces cellules de cette couche peuvent quitter ici, rentrer en profondeur. Là-dedans, on va dire endométriose interne. Mais ces mêmes cellules peuvent, par des mécanismes divers, sortir d'ici et aller se coller aux intestins
aller se coller à d'autres organes, on dit endométriose externe. Chaque fois que la femme aura des règles, ce seront des règles très, très douloureuses et abondantes. Quand ça s'est installé quelque part ici, chaque fois qu'elle aura des règles, cet endroit va saigner. Parce que cet endroit va se comporter comme la muqueuse de l'utérus. Cet endroit va saigner et elle risque de se retrouver avec le sang dans le ventre. Donc c'est important. Alors qu'est-ce qui amène ces cellules-là? C'est des curetages traumatiques. Les curetages, parce qu'on est tombé enceinte, on n'en veut pas. Alors on va aller chercher un expert, parce qu'il y a des experts aussi pour ça. Donc on va aller chercher un expert pour enlever la grossesse. Et la plupart du temps, ce sont des organes barbares, plutôt des instruments barbares. C'est comme des louches, des louches métalliques. Et quand on fait, c'est à l'aveugle. On va dilater le col. On verra aussi pourquoi dilater le col de cette façon-là, ce n'est pas bien, il faut préparer les choses. On va dilater le col et on va aller gratter à l'aveugle. Comme on ne sait pas où se trouve l'enfant, qu'est-ce qu'on fait? On gratte derrière, on gratte devant, à gauche et à droite, et on observe ce qui vient. On s'est dit non, ça y est madame, c'est réglé, vous payez votre argent et vous partez. Alors quand on gratte, les cellules ici peuvent quitter et rentrer dans le muscle. Quand ces cellules entrent, alors, je disais, quand ces cellules entrent ici, ça définit l'endométriose interne, qu'on appelle adénomiose. Mais aussi pendant les accouchements. J'aurais voulu que maman Valérie soit là. Pendant les accouchements, quand le placenta sort, l'enfant est sorti, tout le monde est content, il a crié, on a donné l'enfant à la néonatologie. Maintenant, on s'occupe de la sortie du placenta. Mais si le placenta n'est pas complet, la sage-femme ou les gynécos prend sa main pour faire entrer dans la cavité utérine afin de faire sortir ces débris qui peuvent faire saigner la femme et l'amener à la mort. Mais quand on fait sortir les débris, le geste doit être codifié. Malheureusement, il y en a qui ont des ongles très 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 longs et ces ongles peuvent blesser cette muqueuse-là. Et si la muqueuse est blessée, l'endomètre va rentrer et ça va créer l'endométriose. Les conditions pour l'implantation de l'œuf ne seront plus réunies et ça peut définir une infertilité qui va probablement devenir une stérilité plus tard. Et puis, il y a ce qu'on appelle des malformations congénitales. Vous êtes né sans trompe. Ça existe. Les femmes qui ont une malformation, il n'y a pas de trompe, il n'y a pas d'utérus. Certaines, c'est des grossesses qui, au départ, n'étaient pas souhaitées, n'étaient pas voulues. On a pris déjà des médicaments, mais après, on a changé d'avis. Mais quand on change d'avis, c'est déjà tard, parce qu'on a déjà causé beaucoup de tort à l'embryon qui est en formation. Et on va quand même les laisser. Et la plupart de nos machines d'échographie et tout, parfois n'arrivent pas à détecter ces malformations. Aller chercher un utérus chez un bébé qui est dans le ventre de sa mère, c'est un peu très délicat. Donc parfois, on ne voit pas. Mais ce n'est que quand l'enfant va sortir, là non plus, on ne verra pas. Parce que les menstrues ne sortent pas. Bon, on s'est dit, on attend 12-13 ans pour que ça sorte. Mais à 12-13 ans, quand ça ne vient pas, c'est là où on nous l'amène en consultation. Nous avons vu des adultes, des enfants comme des adultes, 18-19 ans, qui n'ont jamais vu les menstrues depuis qu'elles sont nées. Quand nous essayons d'examiner, on se rend compte que soit il y a un diaphragme, vous voyez ici, il y a une membrane qui quitte ici, qui arrive jusqu'ici, qui ferme. Le sang ne sort pas. Soit que c'est là, soit que le diaphragme est ici. Mais vous avez aussi là, plus bas, ici, plus bas, c'est là où se trouve une membrane qu'on appelle l'hymen. Hymen de la femme. L'hymen, c'est cette membrane qui est censée être fragile, qui signe la virginité chez la jeune femme. Et vous pouvez trouver que l'hymen n'a pas d'orifice pour faire passer les menstrues ou les sécrétions. Donc l'hymen est imperforé. On dit hymen imperforé, c'est une malformation. Mais ça, à la limite, on peut opérer, créer une ouverture et puis le problème est réglé. Ça, on verra ça dans les traitements. Mais il y a aussi des personnes qui ont souffert de la tuberculose dans leur enfance, avant l'âge de 12 ans que les menstrues n'arrivent. Et cette tuberculose a fait en sorte que ce côté et ce côté, ça colle.
Ça définit ce qu'on appelle une maladie, un nom un peu barbare, Asherman, maladie d'Asherman. C'est collé. Mais les curettages aussi, qui sont abrasifs et tout, font que ce côté est blessé. Là aussi, c'est blessé. Les deux, comme une cicatrice. Quand vous êtes blessé, on va chez le médecin pour mettre le point de suture. On affronte le côté gauche et le côté droit avec le point de suture. Et ça crée une cicatrice, comme je l'ai sur mon visage là. Vous voyez là que j'ai une cicatrice là. Voilà, ça fait plus de 40 ans que la cicatrice est là. Voilà. Alors ici, même chose, ça va se coller et ce sera définitif, malheureusement. Donc, vraiment, vraiment, faire attention. Si ça ne concerne pas quelqu'un dans cette salle, je pense que ceux qui vont nous suivre, qui nous suivent au loin, ou ceux qui ont des amis et tout ça, c'est vraiment à déconseiller. Déconseiller, déconseiller. J'ai été au Sénégal. Pour ceux qui font ces choses-là, vous ne voyez plus de matériel barbare dans les salles d'accouchement. C'est un dispositif en plastique qui préserve la muqueuse ici. Parce que la femme n'a qu'une seule muqueuse, un seul utérus. Dès que vous endommagez cet utérus, c'est fini. Elle n'a pas d'utérus de substitution. Et elle-même devrait prendre conscience de ça. Parfois, vous avez des situations paradoxales où quelqu'un est derrière vous, enfin pas derrière vous pour chercher de l'argent, mais parce que la personne est désespérée. Je parle ici des dames. Je n'arrive pas à tomber enceinte, je n'arrive pas à tomber enceinte. Et une fois que la grossesse arrive, la personne revient vous voir. Oh non, doc, vraiment, je n'étais pas prête pour ça. J'ai dit, ah mais si vous n'êtes pas prête, moi non plus, je ne suis pas prêt. Donc, est-ce que vous pouvez m'aider? J'ai dit, la seule aide que moi je peux vous apporter, c'est de vous accompagner jusqu'à 9 mois et parfois même de faire des échographies gratuites, des consultations et tout, que l'enfant voie les jours. Beaucoup d'enfants ont été sauvés dans ce sens-là parce que nous avons pris cet engagement-là de les accompagner. Et les enfants sont sortis, on nous les amène en consultation parfois en nous disant, Doc, vous voyez cet enfant-là, mais vous ne vous rappelez pas, mais c'est l'enfant-là dont... L'enfant a déjà 3 ans, l'enfant va à l'école. Maintenant, on est fiers parce que l'enfant a été sauvé, mais il aurait pu partir avec ses instruments barbares. Donc ça, alors, quand elle dit non, je n'en veux plus, elle va enlever sa grossesse. Mais il y a aussi ces jeunes filles qui veulent se prouver à elles-mêmes qu'elles peuvent tomber enceintes. Elles ne tombent pas enceintes pour faire les enfants. Elles tombent enceintes juste pour vérifier si elles fonctionnent bien. Et dès qu'elle est enceinte, elle a la preuve que j'ai la grossesse, elle est contente. Elle n'est pas contente pour avoir l'enfant. Elle est contente parce qu'elle vient d'avoir la preuve qu'elle peut devenir mère. Alors, elle va aller voir un expert de ces choses-là. La personne va enlever la grossesse. Sauf que quand on va enlever la grossesse, après, plus rien ne va arriver. Quand ça n'arrive plus, maman n'est pas au courant, papa n'est pas au courant, personne n'est au courant. Quand ça n'arrive plus, c'est après un mariage, en grande pompe, après tour de la ville et tout, et ça n'arrive plus. On va aller chercher les sorciers, c'est la grand-mère, c'est la tante qui n'a pas porté d'épargne, c'est l'oncle qui me regarde bizarrement là, ça doit être la cousine qui est à Paris, qui a refusé de venir, mais on s'oublie soi-même. Le sorcier, c'est qui? Le sorcier, c'est soi-même. Donc, vraiment, 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 faire attention. Alors, il y a ce qu'on appelle des anomalies utérines, j'ai déjà dit, les malformations de l'utérus, mais aussi, vous pouvez avoir à l'intérieur de la cavité de l'utérus des masses qui sont comme des boules. On les appelle des fibromes, ça peut être des polypes qui occupent la place de l'enfant, ce n'est pas leur place. Et donc, du coup, l'enfant ne viendra pas à ce niveau-là parce qu'il n'y a pas de place pour lui. Et donc, ça, c'est un problème. Les interventions, les interruptions volontaires de grossesse traumatiques avec accolement, et puis toutes ces personnes entre 25 et 65 ans, nous conseillons aux femmes de faire un dépistage du cancer du col. Elles font un frottis et ce frottis est interprété pour voir est-ce qu'il y a des cellules qui précèdent le cancer sur lesquelles on peut agir. Si on a ces cellules à un certain stade, on préconise de couper le col. Mais quand on coupe le col a son rôle dans la continence de la grossesse, mais le col a aussi son rôle dans la production à travers ces glandes d'une sécrétion qu'on appelle la glaire, qui fonctionne sous forme de maille.
Quand les mailles sont bien disposées, les spermatozoïdes peuvent passer. Quand les mailles sont mal disposées, ça constitue un barrage contre les spermatozoïdes et ça peut entretenir une stérilité de cette façon-là. Alors, chez l'homme, parce qu'on a dit 34%, c'est chez la femme. Et ce que nous voyons, la plupart, ce sont des femmes qui viennent nous voir. Donc, je suis à mon 3e partenaire, ça n'arrive toujours pas. Donc, ça fait 15 ans, ça fait 10 ans et tout ça. Mais nous voyons rarement les hommes venir nous consulter pour ça. Et donc, nous exhortons les hommes à venir nous voir. Ce n'est pas un tribunal. Ce n'est pas qu'il y aura une sanction où on va vous punir. Non, non. C'est juste pour qu'on essaie de situer les responsabilités et voir dans quelle mesure aider le couple à accéder à la parentalité. Alors, il y a ces troubles de la sexualité. Vous avez des troubles de l'érection et des troubles de l'éjaculation. Il y a des personnes qui, sous prétexte d'être spirituelles, et parce qu'on nous dit, et ce qui est vrai, d'ailleurs, pas de rapports sexuels avant le mariage. Donc, d'autres ont pris prétexte pour dire il faut quand même tester pour voir si ça fonctionne. Mais l'urologue est à mesure de vérifier chez l'homme par des techniques décentes si l'homme fonctionne ou pas. Aujourd'hui, il suffit seulement, dans le cadre des bilans prénuptials, que les pasteurs, les responsables des leaders qui célèbrent les mariages orientent les jeunes hommes vers l'urologue afin de vérifier cette affaire-là. Parce que c'est très important. Nous avons vu des situations où une belle fille dans le quartier, convoitée par tout le monde. À l'époque, je n'étais pas encore marié, je crois que j'étais du nombre de ceux qui convoitaient la fille. J'étais encore à l'école secondaire. Et nous sommes partis en mutation parce que mon père était militaire, donc nous sommes allés dans une autre province. Quand je reviens 3-4 ans après, déjà à l'université, je pose la question, mais elle est passée où la jeune fille? On dit non, la jeune fille est mariée. Elle est mariée à qui? Non, mais le monsieur qui était tout le temps sage, là, qui était tout le temps à l'église, ce monsieur-là, c'est lui qui l'a épousée. Mais ça faisait 4 ans qu'elle était mariée à ce monsieur, il n'y avait pas d'enfant. Alors, quand on essaye de comprendre ce qui se passe, le problème, c'est qui? C'était monsieur. Monsieur avait ce qu'on appelle dysfonction érectile. Pas d'érection, pas de rapport. Donc, il a espéré que peut-être en se mariant, ça va arriver. Mais ce n'est jamais arrivé. Et donc, les pasteurs étaient au courant. Alors, on s'est mis à prier. C'est vrai, Dieu est capable de tout, de régler ce problème-là. Mais Dieu nous a donné aussi l'intelligence, nous, médecins, pour pouvoir accompagner ces personnes et voir dans quelle mesure trouver des solutions. Et c'était une souffrance majeure, une détresse majeure dans ce couple. Il n'y avait plus de joie, pas de joie du tout. Et la femme était au bord de la dépression, au point que une fois, elle s'est retrouvée en hôpital psychiatrique. Pourquoi elle s'est retrouvée en hôpital psychiatrique? Parce que monsieur, il était, je crois, à l'époque, on ne parlait pas d'informaticien, mais il s'intéressait beaucoup aux machines et tout. Monsieur est devenu gynéco. Chaque fois que madame sort, quand elle revient, même si elle va au marché, elle va à l'épicerie du coin, quand elle revient, monsieur amène madame en chambre pour aller vérifier si elle n'a pas été avec un autre homme. Et madame se retrouve en hôpital psychiatrique parce qu'elle en avait assez. Et on nous a posé, nous, la question, en réalité, entre cette femme-là et ce monsieur, qui est plus malade? Qui est-ce que nous devrions soigner? À l'époque, nous, on a dit que c'est la femme qui est malade qu'il faut soigner. Mais en réalité, c'est ce monsieur. Parce que si on ne soigne pas la cause de son problème, ça va revenir. Et donc, il est important, vraiment, 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 de s'apaisantir sur cette affaire-là. Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de honte. Parce que quand on laisse les jeunes gens entrer dans cette affaire de cette façon-là, alors on les condamne et nous serons responsables quelque part. Quand je dis nous, bon, je dis les pasteurs seront responsables, pas moi. Donc, il y a ce qu'on appelle les anomalies du spermogramme. Mais le spermogramme, c'est juste un examen qui est fait chez l'homme pour essayer de voir la qualité de son sperme, s'il y a des anomalies. S'il n'y a pas de problème, on le laisse de côté, on se concentre sur madame. Et on peut trouver que dans ce spermogramme, il n'y a pas de spermatozoïdes. Ça veut dire peut-être que quelque part, il y a un obstacle. Ça n'arrive pas à passer.
il faut des examens appropriés. Ou peut-être qu'il y en a, mais en quantité insuffisante. On va essayer de comprendre, est-ce qu'il y a un microbe qui est en train de détruire ces spermatozoïdes ou pas. Si c'est le cas, on traite et puis on réévalue au bout de 2 à 3 mois pour voir si les choses se sont améliorées. J'ai écrit varicocèle ici. Varicocèle, c'est une maladie tout simplement où il y a une dilatation des vaisseaux au niveau, le schéma est parti, au niveau des testicules. Ces vaisseaux sont dilatés. Quand c'est dilaté, ça entraîne une certaine chaleur. Et cette chaleur va détruire un bon nombre de spermatozoïdes. Or, pour que les spermatozoïdes puissent faire leur travail, ils ont besoin d'être en si grand nombre. L'essentiel va faire le travail de nettoyer l'ovule et un seul va entrer à l'intérieur. Dès qu'il entre à l'intérieur, les portes sont fermées. Ça veut dire que bon, on est un ici, plus personne ne rentre ici. Donc c'est ça la varicocèle. Alors, quelles sont les quelques conditions chez l'homme qui baissent la qualité du sperme? Parce que l'Organisation mondiale de la santé a fait un constat et est parti sur des études sur peut-être les 20 dernières années pour comprendre qu'est-ce qui fait que la qualité baisse. Si la qualité des spermes baisse, le taux de fécondité va baisser, la démographie va prendre un coup et le renouvellement de la population va poser problème. Ça, ce sera le cas du Gabon, comme on va le voir avant de conclure ici. Donc, je voulais faire exprès de ne pas expliquer tout ceci pour que ça fasse l'objet de questions, mais comme je n'ai pas de minuterie pour savoir jusqu'à combien j'ai, donc je préfère expliquer rapidement. L'obésité ou le surpoids, le stockage de graisse s'accompagne d'une production de chaleur. Et cette chaleur va détruire les spermatozoïdes. Et quand ça détruit un bon nombre de spermatozoïdes, on n'a pas la fertilité comme on le souhaite. La toxicomanie de tout genre. Quand on dit toxicomanie, ce n'est pas seulement ceux qui vont sniffer, c'est l'alcool, les drogues de tout genre, tous ces produits aphrodisiaques que les gens prennent pour régler les problèmes de la dysfonction érectile vont avoir un effet inverse sur la baisse de la qualité du sperme. Donc, quand les gens ont ce problème, il n'y a pas de honte à avoir, les spécialistes existent. Les plus hautes autorités, de ce pays ont consenti des moyens pour envoyer des Gabonais à l'étranger qui sont revenus, que je connais, qui sont sur la place de Libreville. D'autres sont professeurs aujourd'hui au CHL et à l'hôpital militaire. Ils sont à même de prendre en charge ces problèmes-là. Donc, il n'y a pas de honte par rapport à ça. Les infections sexuellement transmissibles, ça on le sait chez l'homme comme chez la femme, vont détruire les spermatozoïdes, mais peuvent boucher les canaux par lesquels ça passe et ça crée des problèmes. Alors, les ordinateurs sur les genoux. Pendant la période de Covid et même de tout temps, quand vous n'avez pas un bureau adapté pour travailler avec votre ordinateur, vous le déposez sur les genoux. Et vous allez travailler, même en consultation, j'ai vu des femmes. C'est valable aussi pour les femmes. J'ai vu des femmes venir en consultation. En attendant que son tour arrive, elle travaille en vidéoconférence. Donc son ordinateur est là sur les genoux. Mais l'ordinateur, vous allez sentir que l'ordinateur dégage une forte chaleur. Et cette chaleur est propagée et vous rapprochez beaucoup plus l'ordinateur de vous. En fait, on va dire que vraiment pas les genoux, mais sur les cuisses. Et cette chaleur est de nature à détruire les spermatozoïdes. Et donc, ça baisse la qualité du sperme. Alors, j'ai dit les slips et les pantalons trop serrés. Pour que la production des spermatozoïdes soit optimale, il faut que la température des testicules soit inférieure à la température du corps, de 1 ou de 2 degrés. Nos amis de l'Afrique de l'Ouest l'ont compris. Ils ne portent pas des slips, la plupart. Ils portent des boubous et tout ça. Et pour que cette condition soit respectée, qui leur a appris ça, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est comme ça. Et les gens, vous allez voir en ville, des gens qui portent des pantalons très serrés, vous avez l'impression que c'est les pantalons de leurs petits frères. Mais ils vont au magasin et ils choisissent ces numéros-là pour eux. Ils portent des slips, vraiment, ce n'est pas leur numéro, c'est trop serré. Quand c'est trop serré, ce qui se passe, c'est quoi? Ça ramène les testicules en contact avec le corps. Et les testicules vont épouser la température du corps et ça détruit
Parfois, pour régler ce genre de situation, nous sommes amenés à prescrire des glaçons. Vous voyez, on met des glaçons dans une chaussette et tout, et on va poser à cet endroit-là pour refroidir le moteur. Ça permet de refroidir le moteur. Et ça fonctionne. Après, quand la personne revient, rien qu'avec ça, au bout de 3 mois, vous voyez que le nombre de spermatozoïdes a augmenté. Donc la chaleur. Bon, en dernier, perturbateur endocrinien, c'est une notion récente par rapport à tout ce qui est comme polluant dans la nature, mais aussi faire attention à tout ce qu'on consomme. Il faut que l'État se dote des laboratoires performants pour vérifier la qualité. Tout ce qu'on met comme édulcorant, comme organisme génétiquement modifié et tout ça, et qui nous arrive, que nous allons acheter, ces cadeaux et tout ça partout, vraiment que l'État ouvre l'œil de ce côté-là pour essayer de voir ce que ça donne. Alors, toujours dans les causes d'infertilité, on a dit 34% c'est l'homme, c'est la femme, 20% c'est l'homme. Dans les deux, c'est 38% et parfois il y a des causes indéterminées qu'on ne connaît pas. Alors ce qu'on remarque, c'est quoi? Ensemble, pendant 5-10 ans, on n'a pas trouvé de cause, mais ça ne vient pas. Mais si les deux se séparent, chacun de son côté va faire des enfants. Alors qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Là, nous sommes encore dans les flous, mais on s'est dit, est-ce qu'il y a une compatibilité? Mais l'incompatibilité, c'est justifié par quoi? Alors, le cas du Gabon. On a parlé du monde, on a parlé de l'Afrique. Nous voulons rapidement parler du Gabon. Alors, vous avez ici, je ne sais pas si vous voyez bien là, ça, c'est la population totale du Gabon de 2010 à 2027. Nous sommes là en 2010. Vous voyez la population, 1 600 000. Nous quittons là 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nous sommes 14 ans après. 2023. Vous avez vu la population? 2 100 000 et quelques. Les sources sont divergentes. Je ne voudrais pas avoir commis une faute diplomatique ici. Ça, ce sont des sources qui sont sur Internet et qui sont comparables à d'autres. 1 600 000, 2 100 000. Le bon est de... Enfin, pas le bon. Le gain est de combien? À peine 500 individus. De tout le travail qui est fait à gauche, à droite, il n'y a que 500 individus. Donc, ça pose problème, non? Mais il y a, comme on dit, l'infertilité, elle est multifactorielle. Il y a plusieurs facteurs. Peut-être que j'anticipe ici. Ces habitudes-là, les infections. Alors, donc vous avez une idée ici. Alors, l'indice de fécondité, c'est quoi? L'indice de fécondité, c'est ce qu'on appelle le nombre moyen d'enfants par femme. On essaie de faire, les statisticiens font ces calculs-là. Comme vous remarquez ici, le Gabon a un indice de fécondité le plus faible, 3,5 enfants par femme, comparable au Rwanda. Ceux qui ont l'indice le plus élevé, c'est le Niger. Nous sommes en Afrique de l'Ouest. C'est le Niger. C'est dire, quand vous combinez les infections, l'indice de fertilité qui est bas, les pratiques d'un autre genre avec déviation des genres de ceux qui ont choisi de ne pas faire des enfants parce qu'ils veulent se mettre entre eux, entre hommes, entre femmes, quand vous voyez la demande élevée en interruption volontaire de grossesse, ça fait un cocktail explosif qui fait que nous marquons le pas par rapport à la démographie. Et pourtant, le pays, c'est un pays, comme toute l'Afrique, le Gabon, c'est un pays pro-nataliste. On prône la natalité et il y a beaucoup d'avantages liés à la femme enceinte. Nous qui sommes à l'hôpital, nous voyons ça. Mais quand il y a une demande très élevée en interruption de grossesse, avec tout ce que je viens de citer, on est comme on est en train de tourner en rond. On avance d'un pas, on recule de deux. On avance d'un pas, on recule de deux. Et là, ça pose problème. Maintenant, pour le cas du Gabon, tout ce qui a été dit ailleurs est valable ici.
sur le plan anatomique, les malformations, sur le plan physiologique et tout ça, les infections et tout ça. Mais les infections, j'ai dit par sexualité précoce et partenariat sexuel multiple. Ça, c'est un facteur de risque très important qui n'est pas que spécifique au Gabon, mais on le retrouve avec acuité ici. Il y a beaucoup plus d'infertilité secondaire, comme on l'a dit, dans 40%, selon les équipes de professeur Meillet. Alors, les enquêtes m'ont amené à constater que dans la province du Haut-Ogooué, il y avait un fort taux de stérilité là-bas. On a pensé à tort à l'époque que c'était à cause des mines de manganèse, d'uranium et tout ça dans cette partie du pays, dans le sud du pays, qui était à la base de ça. Donc le centre CIRMF, le centre spécialisé qui est à Franceville, entre autres missions qui lui avaient été confiées, c'était d'essayer de comprendre pourquoi il y avait ces taux d'infertilité élevés dans cette région. Mais on s'est rendu compte que ça n'avait rien à voir avec les mines. Ça a rejoint seulement les problèmes d'infection. Des problèmes d'infection, infection. Alors, nous avons des considérations culturelles aussi. Ça vient s'ajouter au cocktail. Je crois qu'il y a des fans. Je vais avoir besoin d'un fan très qualifié ici, qui a fan. Hein? F-A-N-G. Alors, il y a des interdits alimentaires ou socioculturels qui participent de cette stagnation-là, de la stérilité. J'ai trouvé un terme, il y a une série qui passait à la télé, là, Eki, je ne sais pas si vous avez suivi, Eki, Canal Plus et tout ça, je ne fais pas la publicité, mais Eki. Mais le pluriel, il semble que le pluriel, c'est Biki. C'est comme ça qu'on prononce ça, enfant. Comment? Biki, voilà, chez les femmes. Alors, Eki ou Biki, c'est quoi? C'est des interdits qui peuvent être alimentaires, socioculturels et tout ça. C'est dire que ça vient du radical qui veut dire puissance, force, mais en fait c'est quelque chose qui est soustrait à l'usage commun. Tout le monde ne doit pas toucher. Même s'il faut toucher, il y a interdiction de faire des enfants. Vous avez des filles, des belles filles, la plupart dans des familles, qui sont consacrées. On dit, vous ne devez pas faire des enfants, mais vous devez plutôt rapporter beaucoup d'argent dans la famille. Alors, la force de l'équi dépend de qui l'a prononcé, dans quel contexte et tout. Parfois, il y a des gens qui arrivent à enfreindre ça, qui font des enfants. Mais ça peut se répercuter sur leurs enfants, qui n'arrivent pas à enfanter et tout ça. Et ça, ce sont des problèmes. Maintenant, sur le plan alimentaire, il y a quelque chose que j'ai trouvé, ça s'appelle Yue Zok. Yue Zok. Y-U-E, accent grave, Zok. Z-O-K. On dirait qu'il n'y a pas de femmes qualifiées ici. Yue Zok. Ça veut dire que j'explique, peut-être qu'on reviendra. L'on dit ceci, quand il y a une tornade ou il y a un vent qui arrache un régime de bananes, ce régime de bananes doit être soustrait de la vue de tous et jeté pour qu'il ne soit pas... C'est un régime qui est impropre à la consommation, surtout pour la femme. Si la femme consomme cette banane-là, elle devient stérile. Et parfois, ça fonctionne. Donc, l'interdit ressemble... En fait, la sanction ressemble à l'interdit. Ça veut dire toutes les grossesses qu'elle va avoir, entre 3 et 4 mois, vont sortir. De la même manière que le tronc, plutôt le régime des bananes, n'a pas résisté au vent, à la tornade, est tombé, de la même manière, les enfants vont tomber. Et ça arrive. Et parfois, nous sommes là à faire des cerclages, à renforcer l'école, nous sommes là à donner des médicaments, mais ça n'arrive pas. L'autre, c'est l'inceste. L'inceste ou sème. Je crois que je prononce bien. Sème. Donc, c'est l'inceste. Donc, on pense, dans la société femme, vous allez me corriger, on pratique ce qu'on appelle l'exogamie. Vous ne pouvez pas vous marier au sein du clan. C'est bien parce qu'on voudrait éviter la consanguinité qui peut donner lieu à des pathologies et tout ça compliqué. Et donc, si quelqu'un le fait,
comme malheureusement ça se fait, ou peut-être heureusement, je ne sais pas si quelqu'un le fait, la personne s'expose à la stérilité. Et toutes ces choses nous emprisonnent quelque part et nous empêchent de mieux nous épanouir, de mieux nous développer et tout ça. Il y a l'autre, c'est Edzep Mbim Keng Moine. C'est comme ça. Edzep Mbim Keng Moine. Vous avez compris? Edzep Mbim Keng Moine. Ou enterrement d'un nouveau-né. Alors, qu'est-ce qui est dit? Il est dit que quand un nouveau-né, avant l'âge de 2 ans, meurt, on doit l'enterrer en respectant un certain rituel. C'est-à-dire que dans la tombe où il sera, l'enfant doit être placé selon une posture pour qu'il ne se retourne pas. Je me pose la question comment un cadavre peut se retourner, mais en tout cas, pour qu'il ne se retourne pas. Maintenant, cette tâche est confiée à une personne de confiance. Parce que quelqu'un de mauvaise foi peut poser l'enfant dans une mauvaise posture pour que l'enfant se retourne afin que la mère devienne stérile, pour qu'elle perde sa place dans le mariage. Et ça, c'est des choses qui ont leur force. Et puis, les rapports sexuels avant la puberté, toujours chez les femmes. On pense que quand la puberté, c'est cette période qui est annoncée par l'arrivée des menstrues chez la jeune fille, jusqu'à vers 11, 12 ans et tout ça. Et quand les menstrues arrivent, on pense que les menstrues, c'est elles qui vont ouvrir les trompes de la femme pour permettre à ce que les maternités viennent. Maintenant, une jeune fille avant la puberté qui a des rapports, que ce soit par contrainte, que ce soit volontaire et tout ça, on pense que le sperme de l'homme va boucher les trompes et elle devient stérile. Et il y a des cas qui sont rapportés. Et ça, c'est très, très, très déplorable. Après, il y a ce qu'on appelle des causes métaphysiques, les sorts qui sont jetés et tout ça. Donc, tout ceci ajouté, ça devient un problème. Alors, pour chuter, donc, le traitement, il est d'abord en fonction de la cause. Est-ce que la cause, c'est au niveau du cerveau, au niveau des hormones? Est-ce que la cause, c'est au niveau des ovaires, de l'utérus ou des trompes? On va traiter. Mais nous mettons beaucoup plus l'accent sur la prévention. La prévention est très importante et ça, c'est un dialogue franc qu'il faut engager avec les enfants d'abord au sein de la maison et aussi dans tous les cercles où vous pouvez prendre la parole, où il y a des leaders qui peuvent prendre la parole. Il ne faut pas qu'il y ait des sujets tabous, surtout autour de la sexualité et de ces sujets-là. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, il y a ce qu'on appelle des mesures hygiéno-diététiques. C'est justement pour éviter l'obésité, l'habillement, comme je venais de parler ici pour les garçons. Il y a des conseils, mais le traitement peut être médical, avec les comprimés qu'on donne, avec les injections. Il peut être chirurgical, je l'avais dit plus haut, avec la celluloscopie, mais aussi la procréation médicalement assistée. Alors, avant, ici, il y avait la procréation médicalement assistée dans le privé. C'était extrêmement cher. Maintenant, les autorités du pays ont fait en sorte que ça soit ici. Parce que quand les gens devaient voyager pour faire ces travail-là à l'extérieur, le package pouvait prendre dans les 8 à 10 millions. Vous quittez pour aller en Espagne, pour aller en Afrique du Sud, aller au Ghana, les gens sont partis partout et sont revenus sans résultat presque. Parfois, quand elles viennent nous voir, toutes souriantes, que non, docteur, je veux que vous fassiez l'échographie pour voir si ça a marché. Parfois, vous ne savez pas quoi dire, parce que quand vous faites l'échographie, il n'y a rien. Donc, elle se rend compte qu'elle a pris l'avion avec messieurs, elle a dépensé, elle a séjourné là-bas et tout, presque 10 millions tombent à l'eau et on lui dit, quand elle appelle, on lui dit, non, madame, revenez prochainement, comme si l'argent pouvait se ramasser. Donc, voilà pourquoi j'ai parlé des répercussions financières. Donc, ça, c'est très important. Maintenant, la procréation, ou plutôt la gestation pour autrui, je crois que c'est quelque chose qui n'est pas encore, peut-être qui est en débat à l'Assemblée pour voir est-ce que des uns et des autres peuvent accéder à la parentalité par cette voie-là, à travers une tierce personne, membre de la famille ou autre, ou plutôt l'adoption. Alors, en conclusion, nous disons qu'il est important de prendre au sérieux cette question. Il faut un bilan prénuptial, y compris les facteurs Rhésus. Je n'en ai pas parlé, ça atterrit dans la conclusion. Les facteurs Rhésus, c'est quoi? Quand on vous dit vous avez un groupe sanguin, quelque part on ajoute plus ou on ajoute moins. Quand on dit plus ou moins, le plus, c'est ces facteurs Rhésus qui se trouvent dans votre sang, la plupart d'entre nous. Quand vous l'avez, vous êtes plus. Quand vous ne l'avez pas, vous êtes moins. Personne n'est malade.
Seulement chez la jeune fille, si elle est résus négative, il y a un discours. C'est très important de s'entretenir avec elle. Si elle tombe enceinte de quelqu'un qui est résus positif, le positif va entrer en elle. Quand le positif entre en elle, le positif est comme un étranger. L'organisme de la femme va réagir pour rejeter l'étranger à l'extérieur. Mais le mécanisme de rejet, c'est un mécanisme lent qui peut prendre jusqu'à 1 an pour arriver à maturité. Donc si la grossesse fait 9 mois, l'enfant a le temps de naître. Mais tous les enfants qui suivront vont mourir. Toutes les grossesses qui vont suivre vont mourir. Alors pour que ça n'arrive pas, il y a des précautions à prendre chez la femme. Il y a un médicament qu'on va lui administrer dans les 3 jours qui suivent son accouchement pour neutraliser ces anticorps-là. Ainsi, elle pourra faire autant d'enfants qu'elle veut. Mais il se trouve malheureusement qu'il y en a qui ont fait des enfants dans leur jeune âge. Elles seules savent. Pas des enfants, mais qui ont eu de grossesse, qui sont sortis ou qu'on a fait sortir de force. Alors, le mécanisme s'est déjà mis en place. Ces personnes-là, quand elles viennent en consultation prénuptiale pour se marier, par exemple, on les renvoie chez le médecin qui doit chercher ce qu'on appelle les agglutinines irrégulières, RAI. S'il y a les agglutinines irrégulières, on va les orienter chez un expert pour voir comment neutraliser ça avant de chercher à tomber enceinte. S'il n'y en a pas, ça veut dire que la personne n'a pas été sensibilisée, donc il n'y a pas de problème. Mais si on ne le fait pas, première grossesse, l'enfant meurt. Deuxième, l'enfant meurt, ça rejoint le problème dont je parlais. Le sorcier, c'est le grand-père, c'est l'oncle, c'est la tante et tout ça. Et puis ça va atterrir à l'église, jeûne, prière pendant 1 mois, 2 mois, et ça n'apporte rien. Alors, je parlais de la gestion du poids par l'alimentation équilibrée, l'alimentation et puis changement des mentalités par rapport à nos cultures, les interdits dont je viens de parler. La Bible nous dit, quand le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Vous pouvez vous affranchir de ces interdits parce que c'est fait des hommes. Nous pouvons, comme dit la Bible, ainsi nous approcher de son trône de grâce avec assurance. Pourquoi nous avons l'assurance? Parce que nous savons qu'en lui, il y a la solution à nos problèmes. Avec assurance, afin d'obtenir miséricorde et d'être surtout secouru. J'aime pas dire dans nos besoins, mais afin d'être secouru, selon cette version, en temps opportun. Parce que Dieu ne vient ni avant ni après. Il vient juste à son temps et nous pouvons nous approcher, mais en ayant toutes ces connaissances. Et nous faisons un plaidoyer ici en direction des autorités pour l'accessibilité qui doit être facilitée pour la procréation médicalement assistée. Ça coûte, l'acte le plus cher, c'est 2,7 millions ici. Le moins cher, on est autour de 1 million. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Quand on voit les salaires moyens des uns et des autres, c'est vraiment des économies qu'il faut faire. Et malheureusement, ça touche les riches comme les pauvres. Mais la catégorie des pauvres est beaucoup plus concernée pour arriver à réunir ces montants-là. L'option qui reste, c'est l'option adoption. Nous pensons avoir expliqué à peu près dans l'esprit de l'initiateur ce qu'il attendait de nous, de ces sujets. Et nous pensons aussi que chacun de vous ici a retenu quelque chose au sortir d'ici. Nous estimons que vous avez des préoccupations, vous avez des questions que vous allez nous adresser. Et donc nous sommes disposés à pouvoir vous écouter et y répondre. Merci de votre attention. Alors le pasteur, le frère Kabea reste avec nous. Docteur, vous restez avec nous. Donc s'il y a des personnes qui ont des questions, nous voulons prendre 2 questions ce soir, tout en sachant que demain, vous aurez la possibilité de poser toutes les questions que vous souhaitez. Alors nous avons une personne, 2 personnes, voilà, nous avons les 2 questions. Le micro. La première question. Merci, bonsoir à tous et merci pour ce brillant exposé qui vraiment je sors de là beaucoup béni
Et j'ai appris énormément ce soir. J'ai une question. Tout à l'heure, le docteur disait que lorsqu'on fait une intervention chirurgicale sur une dame au niveau du bas-ventre, ça entraîne ce qu'on appelle l'accollement. Et l'accollement peut entraîner une stérilité. Je ne sais pas, je voudrais savoir quel type d'intervention, parce qu'on a plusieurs types d'interventions. Quel type d'intervention? Est-ce que les césariennes font partie de ce genre d'intervention? Est-ce que lorsqu'on opère de l'appendicite, par exemple, je voudrais savoir un peu le type d'intervention qui peuvent entraîner à une stérilité. C'est bon? Oui, je disais, toutes les interventions qui concernent ce qu'on appelle le pelvis, le petit bassin, le bas-ventre, c'est des interventions dites adhésiogènes. Gène, pour dire ça engendre des adhérences. Ça peut être une appendicite, il y a une réaction, surréaction inflammatoire au niveau du moignon appendiculaire. Voilà pourquoi la technique, c'est quand on coupe l'appendice qui pose problème, le bout qui reste, il y a une technique pour faire une bourse autour afin d'enfouir le moignon pour que ce moignon qui est comme une plaie, ne capte pas les intestins, les trompes et tout ça. Donc l'appendicite peut créer ce problème-là, mais comme l'appendice ici vermiculaire ne se trouve qu'à droite, le problème ne se posera qu'à droite. L'autre côté pourra fonctionner normalement. Maintenant, quand on fait une césarienne, ça dépend de la technique qui est utilisée. Quand on veut suturer, fermer et tout ça, comment est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a laissé des surfaces libres comme ça qui peuvent, appeler, qui peuvent prendre les structures voisines ou bien on les a cachées? La technique, c'est de pouvoir cacher pour remettre l'anatomie comme elle était avant l'intervention. Mais si on laisse des choses dehors, il y a cette tendance à des adhérences. Toutes ne vont pas forcément. Il y a des femmes qui ont été opérées 5-10 fois, plutôt 5-6 fois, le bas-ventre, mais qui ont fait des enfants. Quand on intervient, par exemple, sur les ovaires, il faut souvent faire très attention. Voilà pourquoi on ne veut plus ouvrir le ventre chez les femmes pour traiter, par exemple, les kystes et les ovaires. On veut utiliser ce qu'on appelle la cœlioscopie. La cœlioscopie consiste à ouvrir juste au niveau de l'ombril ici. On fait entrer les instruments là et là. On traite et par côté, enfin, le terme approprié c'est cautérisation, et on ne laisse pas de surface comme des plaies qui vont capter les organes. Tout ça, c'était pour régler ce problème-là. Mais malheureusement, les gens se font opérer parfois dans l'arrière-pays où on n'a pas ces techniques-là. Et donc, ça entraîne la stérilité comment? La trompe qui descend, prenons que ça, c'est l'ovaire, ici. Mais quand on opère, on a enlevé un fibrome qui coinçait la trompe. Et au lieu de suturer convenablement, on a amené la trompe devant. Donc, elle ne tombe plus sur l'ovaire. Et donc, du coup, comme elle ne capte plus l'ovocyte, on va attendre le bébé longtemps. C'est dans ce sens-là. Merci. La deuxième question. Bonsoir docteur et bonsoir à tous. Bonsoir. Je dis merci au Seigneur et je vous remercie également pour votre brillante exposé. Voilà, je viens poser une question. Permettez-moi, ma question est à deux volets. Le premier volet, il s'agit de est-ce que scientifiquement, il existe un intervalle précis pour permettre à la femme d'être féconde? Bon. Est-ce qu'il existe un intervalle précis, scientifiquement, qui permettra à une femme de toujours enfanter? Donc, une limite d'âge, on va dire comme ça. Voilà. OK. Secondement, monsieur le docteur, je voudrais que vous reveniez un peu sur la question de la période de violation de la femme. Parce que vous avez dit dans votre intervention que la période de violation concernait la période qui vient, 14e jour, qui vient avant les règles. Après,
avant les prochaines règles. Oui. Merci. Merci. Mais nous avons appris, dans le cycle, nous avons appris que c'est au 14e jour que la femme rentre en période d'ovulation. Donc je ne comprends pas, je voudrais avoir un peu plus d'explications là-dessus. Merci. Ok, merci. Je commence par la deuxième question pour être plus clair. On parle d'un cycle type. Un cycle normal, c'est 28 jours. Mais comme vous savez, même chez la même femme, tous les cycles n'ont pas le même nombre de jours. Vous avez 28 jours, parfois vous avez 30, 31, 32. On commence à s'inquiéter et puis paf, ça revient. Mais la période qui ne varie pas, celle qui ne change pas en termes de nombre de jours, c'est celle qui va de l'ovulation jusqu'aux prochaines règles. Et cette période-là, vous ne pouvez pas calculer malgré les applications qu'il y a dans les téléphones là. Il y en a qui vous disent non, je les attends aujourd'hui. Et puis 2 jours après, elle les attend toujours. Donc ça veut dire que l'application ne peut que pas prédire, mais donner une approximation. Parce qu'il y a un certain nombre d'informations qu'on a intégrées dans l'application pour pouvoir prendre en compte vos paramètres à vous. Maintenant, nous disons 2 semaines, si c'est 28 jours, alors ça tombe le 14e. Mais si c'est 32, 33, quand vous êtes au 14e, vous savez, il y a des gens qui sont sur site pour des raisons économiques, des gens qui sont en déplacement et tout. S'il revient en disant, bon, le 14e jour, je reviens, je fais mon devoir et puis je pars, il va revenir autant de fois et il n'y aura rien. Voilà pourquoi nous avons dit, il faut une régularité. 2 à 3. Parce que le spermatozoïde, quand il est déposé dans le corps de la femme, il peut vivre jusqu'à 3 jours sans mourir. De même, l'ovule peut aller jusqu'à 2 jours, parfois jusqu'à 3. Ce qui fait qu'un rapport d'aujourd'hui peut tomber sur l'ovulation d'hier ou d'avant-hier. Une ovulation d'aujourd'hui peut tomber sur le rapport de demain ou d'après-demain. Voilà pourquoi il est important pour des personnes qui sont, on va dire, autorisées. On ne parle pas de tout le monde, de ces jeunes filles qui viennent me dire, non docteur, depuis là je n'arrive pas à ramasser un retard. Je ne parle pas de ces jeunes filles-là. Je n'arrive pas à ramasser un retard. Alors moi je les rétorque, ça c'est pas l'objet de votre question. Comment vous voulez ramasser un retard? Pourquoi vous ne ramassez pas une avance? Donc, c'est une probabilité. Vous voyez? Fécondabilité. C'est une probabilité. Et surtout que vous ne pouvez pas tomber enceinte à chaque cycle. C'est un cycle sur 4. Donc, la probabilité est de 25%. Voilà pourquoi on laisse un délai jusqu'à au moins 6 mois, 1 an, pour voir si réellement il y a un problème. Parce que la nature elle-même, elle est comme ça. Maintenant, pour revenir à la première question, je ne sais pas si c'est clair, pour revenir à la première question, est-ce qu'il y a un délai d'âge dès lors que la femme commence à voir ses règles? La maman prend la jeune fille, la met à côté pour lui dire, ce que tu as vu là, c'est du sang. Tu dois lui expliquer. Ça veut dire que tu deviens femme. Depuis tout ce temps, elle était jeune fille, mais elle était femme. Mais on dit, ça veut dire que tu deviens femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu fais des bêtises, tu tombes enceinte. Maintenant, cette période va de là, 11, 12 ans, parfois il y en a chez qui ça vient un peu plus tard, jusqu'à la ménopause. La ménopause intervient vers 44-45 ans. La ménopause, en réalité, c'est quoi? J'ai montré les ovaires sur mon schéma, ici. À gauche et à droite, il y a un ovaire à gauche et un ovaire à droite. Les ovaires ont des taches à l'intérieur, comme ça, qu'on appelle des follicules. Chaque ovaire a un nombre de follicules. Mais la femme qui vient au monde a un stock déterminé d'ovules. Quand tu commences à avoir des règles, tu as un stock de maximum 400 à 500 pour toute la vie. Chaque mois, ce mois, c'est le côté gauche. L'autre mois, c'est le côté droit. Mais il y en a qui pensent que quand on tombe beaucoup enceinte, on a accouché beaucoup, par exemple, 11, 10 enfants, on a économisé suffisamment d'ovocytes. Ce n'est pas vrai. L'horloge biologique est déclenchée. Il y a ce qu'on appelle l'atrésie, c'est-à-dire ça se détruit. Mais vous avez votre stock qui vous accompagne jusqu'à la ménopause. La ménopause, elle est constatée quand on voit le taux de ces follicules qui commencent à baisser. Vos chances de tomber enceinte vont décrescendo
depuis la puberté jusqu'en train de descendre pour s'amenuiser et devenir nulle. Donc, c'est jusqu'à la ménopause. Elle peut survenir un peu plus tardivement pour certaines, mais elle peut être aussi précoce à 35 ans. Vous ne voyez plus les règles, ça ne vient plus, c'est une ménopause précoce. Et ça, c'est une notion qu'on retrouve dans des familles. Vous allez interroger, on vous dira, si vous parlez avec maman ou avec les tantes, elles vont vous dire, oh, moi aussi c'est arrivé, comme ça. J'ai eu la chance, moi, parce que j'ai fait les enfants tôt. Mais celles qui commencent à faire des enfants à 32, 33 ans, si ta ménopause devait arriver à 35 ans, si tu en as 2, ça s'arrête là. Tout ce que nous, on peut faire, ça n'apportera plus rien. Voilà. Est-ce que c'est... Merci. Nous remercions le Seigneur pour son serviteur. Nous rappelons simplement à toutes les personnes qui souhaitent rencontrer le docteur Kabea, il y a des fiches. Rapprochez-vous simplement du stand au fond de la salle. Vous récupérez une fiche, vous la remplissez et vous la laissez. Le docteur Kabea rentrera en contact avec vous pour des échanges. Je vais inviter ici le pasteur Donald Soro pour quelques informations. Nous l'encourageons, s'il vous plaît. Amen. J'espère que tu as été béni. Dis à ton voisin, tu as bien fait d'être là. Amen. Je pose rapidement une question aussi au docteur. Je pense que c'est une question importante. Par rapport à l'hygiène, est-ce que l'hygiène de la jeune fille peut intervenir dans son infertilité? Parce que je pense que c'est important. De façon directe, l'hygiène n'intervient pas dans l'infertilité parce qu'on voit même des folles, des gens qui ne se lavent pas depuis 2-3 ans, mais après ils se retrouvent avec des bébés. L'hygiène intime, je veux dire. Comment elle doit faire son hygiène intime? Est-ce que par son hygiène intime, elle peut s'infecter? Par plutôt l'excès d'hygiène, on perturbe un certain nombre de choses. Je crois que peut-être que c'est le début d'une série de conférences, on verra peut-être ici. Nous avons déjà été sollicités une fois pour parler de l'intimité du couple dans une assemblée, sœurs, et il y avait un chapitre important sur l'hygiène, justement. L'hygiène chez les jeunes, chez les adultes, qu'elle soit cette hygiène corporelle, qu'elle soit vestimentaire, qu'elle soit... voilà. Et c'était vraiment très enrichissant par rapport à ça. Peut-être qu'on reviendra un jour pour ça, mais de façon directe par rapport à l'infertilité, non. Mais par contre, s'il y a un problème d'hygiène, alors que le conjoint, c'est quelqu'un d'hygiénique et tout, ce qui est sûr, il n'y aura pas de contact. Et s'il n'y a pas de contact, il n'y a pas de bébé. Ah oui, c'est d'accord. Ok, moi j'aimerais, je tenais à intervenir rapidement pour clôturer cette belle intervention. On bénit Dieu parce que le niveau est très élevé, alléluia. Et je pense que l'Église a besoin d'entendre ça. Amen. Parce qu'on met parfois tout sur les sorciers, sur le diable qui bloque, sur le sorcier qui mange. Parfois, ce sont des simples choses comme ça. Vous avez vu, il a parlé du résus négatif. Moi, quand je me marie avec ma femme, elle est A-. Et moi, je suis O+. Et elle n'a jamais eu d'enfant ni de grossesse, rien de tout ça. Donc, on est dans la bonne condition de 1 an que le docteur a précisé. Et avant que le corps commence à rejeter les enfants. Donc le premier enfant, ça se passe bien. Heureusement qu'on est tombé sur une bonne clinique. Il nous a fait comprendre parce qu'elle est A-. Alors on lui a donné, dans les 3 jours après l'accouchement de notre fille, elle a fait une piqûre pour pouvoir permettre la prochaine grossesse. Heureusement. Et on a aujourd'hui 4 filles avec son résultat négatif. Alléluia. Amen. Voilà, donc je vous encourage de venir demain parce qu'on va encore continuer avec les bonnes choses. Je vais vous donner quelques témoignages. Je vais aborder le thème des blocages spirituels. Oui, parce qu'il a parlé de 10%, on ne peut pas expliquer. Oui, dans les 10%, je pense qu'il y a aussi le volet spirituel qui peut empêcher des femmes de tomber enceintes. Une chose que j'aimerais aussi ajouter, le docteur est un scientifique. Les scientifiques, ils ne sont pas là pour vous flatter. Ils disent la vérité. C'est ça, non? Ils disent exactement ce qui est. Et généralement, la science n'est pas là pour nous donner beaucoup d'espérance.
Donc je sens des personnes qui disent, avec tout ce qu'on a expliqué là, je vais tomber enceinte comment? Mais je crois que tout est possible à notre Dieu. Alléluia. Il a établi ses médecins pour les utiliser. Ce n'est pas comme des gens qui disent, Seigneur, aide-moi. Et quand Dieu amène quelqu'un, il dit, non, Seigneur, j'attends toujours ton intervention. Les médecins sont là. Mais là où la main des médecins arrive, la main de Dieu continue. Alléluia. Amen. Mais il ne faut pas oublier la main des médecins. Parce que Dieu intervient quand toutes les options qu'il nous a données, nous les avons utilisées. Mais si nous n'utilisons pas les options qu'il nous accorde, il est là et nous regardera. Parce qu'on a tout mis sur la spiritualité, prier, jeûner. Les Africains sont les gens qui jeûnent le plus et qui ont très peu d'exaucement. Et les grands jeûneurs ne voient pas beaucoup de choses. Amen. Des fois, la solution est dans la sagesse et la sagesse est dans la médecine. D'accord? Donc, il faut bénir Dieu. C'est Dieu qui est à l'origine de la connaissance. Les médecins et tout le reste ne font qu'étudier ce que Dieu a déjà établi. Ils n'inventent rien. Ils essaient de comprendre le système que Dieu a établi en créant l'homme et tout l'environnement. Et ils arrivent à surfer dans les principes que Dieu a établis dans le système qu'il a créé. Donc, ils travaillent aussi pour Dieu. Amen. Ils travaillent aussi pour Dieu. Il a parlé du docteur Meillet. C'est lui qui était le docteur de notre première fille. Alléluia. Donc, c'est lui qui a suivi ma femme et tout ça. Donc, c'est un docteur. Si tu veux faire tes chichis, lui, il te parle cash et puis c'est fini. Ma femme, elle avait les nausées. Elle dit, mais docteur, comment faire pour arrêter des nausées? Il a dit, mais madame, si vous voulez arrêter les nausées, on enlève l'enfant. Elle dit, mais monsieur, vous êtes dur. Il dit, mais c'est comme ça, vous voulez que je vous dise quoi? Les nausées, on ne peut pas les enlever. Il faut partir de la grossesse. Et on s'est retrouvé à acheter tellement de médicaments, mais à la fin, les nausées prendront le temps qu'ils vont prendre. Amen. Je sais qu'une grâce de fécondité et de grossesse sont sur tous les couples mariés. Les célibataires ne les attrapez pas encore, que Dieu vous marie avant. Amen. Laissez les couples mariés les attraper, les saisir, c'est pour eux. Alléluia. Mais vous avez appris quelque chose qui va vous apporter énormément. Alléluia. On a appris les pantalons serrés. Hein? Toi qui es célibataire, attention aux pantalons des habits. Aujourd'hui, c'est les habits serrés qui sont à la mode. Voilà, attention, attention, attention. Alléluia. Donc, je nous encourage à croire, à continuer à espérer. Et je nous encourage à terminer vraiment parce que des fois, quand on fait un séminaire, on a l'impression que c'est juste pour comprendre des choses. Mais pendant un programme, il y a une grâce qui est disponible. Alléluia. Il y a une grâce de Dieu qui est disponible pour ton mariage futur. Il y a une grâce de Dieu qui est disponible pour ton mariage actuel. Et on a compris hier que la fécondité, ce n'est pas que les enfants. Il y a beaucoup plus que ça. Donc, il faut être là demain. À partir de 10h, nous allons continuer avec le pasteur Berceau. Alléluia. Amen. Il va parler de la sexualité dans le couple. Tu dois comprendre ça. Alléluia. Et moi, j'aborderai à partir de 14h les obstacles spirituels de la fécondité. Et le soir, en plénière, nous verrons ce que c'est que faire une seule chair. C'est un mot qui est tellement répété dans la parole de Dieu que si vous n'avez pas compris, et j'avais dit hier que la fécondité, le secret de la fécondité est dans le une seule chair. Si vous n'arrivez pas à faire le une seule chair, vous aurez du mal à être fécond. Alléluia. Et le docteur a donné une précision sur la fécondité, c'est que tant qu'on ne sort pas quelque chose de vivant, on n'est pas fécond. Alléluia. Donc, soyez là, invitez des gens pour qu'on puisse vraiment recevoir cette parole et que l'Église soit bénie parce que l'Église a reçu des paroles de sagesse qui viennent de Dieu au travers de ses serviteurs. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais appeler le modérateur.